On s'intéresse à 3 méthodes d'apprentissage de la lecture. Un chercheur suspecte qu'il y aura un effet de la méthode utilisée sur le niveau de lecture d'enfants et que celui-ci serait particulièrement marqué chez les enfants qui présentent des troubles de la perception. On précise que le chercheur n'ose pas émettre a priori l'hypothèse quant à l'efficacité d'une méthode par rapport à une autre. Autrement dit, il s'attend à ce que toutes les méthodes n'aient pas la même efficacité, mais par contre, il ne se prononce pas quant à quelle méthode serait plus efficace qu'une autre. On a 2 groupes de 36 enfants qui sont choisis au hasard. Un des groupes est constitué d'enfants qui présentent des troubles de la perception et l'autre est constitué d'enfants qui n'en présentent pas. Ensuite, chacun des groupes est divisé aléatoirement en 3 sous-groupes, c'est-à-dire que dans chacun des 2 groupes, un tiers des enfants sera exposé à la méthode A, un tiers à la méthode B et un tiers à la méthode C. Chaque enfant, dans tous les groupes, passe un test standardisé de lecture après une année d'apprentissage. Vous trouverez les données dans le fichier lecture.omv. Vous y trouverez une base de données constituée d'informations relatives à 72 enfants, puisqu'on a 2 groupes indépendants de 36 enfants. Et pour chacun d'eux, on disposera de l'information relative à la méthode à laquelle il a été exposé, A, B ou C, et au fait qu'il ait oui ou non des troubles de la perception, ainsi qu'un score au test standardisé de lecture. Si l'on suspecte qu'il existe un effet de la méthode sur le niveau de lecture, c'est que le niveau de lecture est la variable dépendante, soit la variable qui va être influencée par certains facteurs, et que la méthode constitue un facteur. On précise qu'il y a 3 méthodes de lecture, nous sommes donc en présence d'une variable catégorielle à 3 modalités. On spécifie également que l'effet de la méthode ne serait pas le même suivant que l'on présente des troubles ou non. En effet, l'effet devrait être plus marqué parmi la catégorie d'enfants qui présentent des troubles de la perception. On comprend dès lors qu'il y a une deuxième variable indépendante qui va venir interagir avec la méthode, à savoir le facteur trouble de la perception à 2 modalités, présence de troubles ou pas. 6 échantillons indépendants seront constitués. On sait que les 2 groupes d'enfants ont été choisis au hasard. Rien dans l'énoncé ne laisse penser qu'il existe un lien entre les enfants qui ont des troubles et ceux qui n'en ont pas. Par ailleurs, dans chacun des groupes, on spécifie que les enfants ont été répartis aléatoirement entre les 3 méthodes. Il n'y a donc aucune raison de penser non plus qu'il y ait une dépendance entre les enfants qui ont été exposés à la méthode A, la méthode B ou à la méthode C. À ce stade, on peut donc déjà envisager de faire une ANOVA factorielle. On a en effet 2 variables indépendantes catégorielles définissant 6 échantillons indépendants, avec interaction suspectée entre les 2 variables, et une variable dépendante qu'on peut supposer scale puisqu'il s'agit d'un score. En cas de design 2x2, on avait vu qu'on pouvait automatiquement considérer qu'on était dans une approche a priori, dans la mesure où quel que soit l'effet envisagé, on ne comparait systématiquement que 2 moyennes, et dès lors, si différence il y avait, on savait qu'elle ne pouvait se trouver qu'entre ces 2 moyennes. En cas de design 2x3, il est par contre important de se demander est-ce qu'on a une idée à l'avance ou pas de l'endroit de la différence pour les différents effets. Ce n'est clairement pas le cas ici, puisqu'il est spécifié que le chercheur n'ose pas a priori émettre d'hypothèse quant à l'efficacité d'une méthode par rapport à une autre. On est donc dans une approche post-hoc. On suspecte qu'il y aura une différence quelque part, mais on ne sait pas à l'avance où elle va se trouver. Vous verrez que cela impliquera de faire des comparaisons 2 à 2, c'est-à-dire de comparer à chaque fois 2 méthodes pour essayer d'identifier où apparaissent les différences. Après avoir clairement identifié quel était le type de test adéquat, nous allons nous intéresser aux hypothèses. Et pour rappel, lorsqu'on est dans une logique d'ANOVA factorielle, il faudra distinguer les effets principaux, les effets d'interaction et les effets simples. Dans cette phrase, on postule qu'il existe un effet de la méthode sur le niveau de lecture. On ne fait pas encore de distinction entre les enfants qui présentent des troubles et les autres, on se situe donc au niveau de l'effet principal de la méthode. Autrement dit, on s'attend à ce que les moyennes marginales des méthodes A, B et C ne soient pas toutes identiques. Puisqu'on est dans une logique post-hoc, a posteriori, on ne dit pas à l'avance quelle méthode devrait être plus efficace que les autres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura au moins à un endroit une différence. Cette notation mathématique est à comprendre comme ceci. Il existe au moins une paire IJ, considérant que I est différent de J, telle que la moyenne du groupe I est différente de la moyenne du groupe J. Autrement dit, si on étudie toutes les paires de moyennes, il y en existe au moins une, telle que la première moyenne est différente de la deuxième. Notez que notre but n'est pas de faire de vous des mathématiciens. Si vous nous écrivez en français que l'hypothèse alternative est que au moins une des moyennes différera des autres, on acceptera aussi. Dans l'hypothèse nulle, on envisagera le seul cas qu'on n'a pas envisagé dans l'hypothèse alternative, à savoir celui où les 3 moyennes sont identiques. Moyenne de la méthode A égale moyenne de la méthode B égale moyenne de la méthode C.
Après avoir parlé de l'effet principal de la méthode A, on spécifie que l'effet sera plus marqué chez les enfants présentant des troubles de la perception. À ce stade, on étudie l'effet de la méthode séparément pour les enfants qui ont des troubles et pour ceux qui n'en ont pas, et on dit que l'effet sera de plus grande taille chez les enfants qui présentent des troubles. Cela relève de l'interaction et des effets simples. L'hypothèse alternative de l'interaction sera qu'il existe une interaction entre la méthode et les troubles de la perception, et l'hypothèse nulle sera qu'il n'existe pas d'effet d'interaction. Si l'interaction s'avère significative, on devra étudier les effets simples, et l'énoncé nous amène à comprendre que les effets simples qui nous intéressent sont l'effet de la méthode, séparément chez les enfants qui ont des troubles et chez ceux qui n'en ont pas. Pour chacun de ces deux groupes séparément, on pourra poser une hypothèse très similaire à celle qu'on avait posée pour l'effet principal de la méthode, si ce n'est qu'on ne va plus s'intéresser aux moyennes marginales, mais aux moyennes d'un côté des enfants qui présentent des troubles et de l'autre côté des enfants qui n'en présentent pas. Pour les enfants qui n'ont pas de troubles, on posera donc comme hypothèse alternative qu'il existe au moins une paire de moyennes IJ telle que mu I est différente de mu J, et comme hypothèse nulle que toutes les moyennes sont identiques. Pour les enfants qui ont des troubles, on posera comme hypothèse alternative qu'il existe au moins un couple de moyennes IJ tel que mu I soit différent de mu J, et au niveau de l'hypothèse nulle, que toutes les moyennes sont identiques. Pour ceux qui sont intéressés par les notations mathématiques, ce symbole signifie pour tout. Pour toute paire de moyennes IJ, où I est différent de J, la moyenne du groupe I est égale à la moyenne du groupe J. Avant de vérifier si nous sommes bien dans les conditions pour faire l'ANOVA factorielle et de réaliser cette ANOVA en tant que telle, nous allons, comme nous en avons pris le réflexe, réaliser quelques petites descriptives en vue d'étudier la distribution des scores de l'AVD au sein de chacun des groupes. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le menu Analysis Exploration Descriptives. Nous allons placer la variable lecture dans la zone Variables et les deux facteurs dans la zone Split By. Lorsqu'on est dans une logique ANOVA, il est toujours intéressant d'étudier moyenne et écart-type. Vous pourriez étudier autre chose, mais en tout cas moyenne et écart-type c'est le minimum. Et nous allons réaliser des boxplots pour se faire une idée de distribution dans chacun des 6 échantillons. En ce qui concerne les moyennes, on voit que pour les enfants qui n'ont pas de troubles, j'ai une moyenne qui est relativement similaire pour les 3 méthodes, puisque ça varie de 15.9 à 16.25. Par contre, pour les enfants qui ont des troubles, on a l'impression que la différence est plus marquée. La méthode B a une moyenne qui a l'air plus importante que les méthodes A et C. En ce qui concerne les écart-types, on n'observe pas de différence énorme, bien que l'écart-type le plus élevé soit à 2.6 et l'écart-type le plus faible à 1.9. Ça peut jouer sur la robustesse de l'ANOVA, mais pour les raisons que j'ai déjà évoquées précédemment, à défaut de connaître une alternative robuste à l'hétérocédasticité, on va quand même réaliser une ANOVA, mais avant ça, on va vérifier via le test de Leven si les écarts en termes d'écart-type ne sont pas trop importants. En ce qui concerne les boîtes à moustaches, on observe de valeur extrême dans aucun des groupes. Pour aucun des 6 groupes, on a de sujets qui présentent un score de lecture qui semble anormalement élevé ou faible par rapport aux autres membres appartenant au même groupe. On va à présent se rendre dans le menu Linear Models pour vérifier d'abord les conditions d'application de l'ANOVA factorielle et ensuite pour réaliser cette ANOVA. Comme toujours, nous allons placer la variable dépendante dans la zone adéquate, ainsi que les deux facteurs. Et nous allons développer le menu qui se rapporte aux conditions d'application, Assumption Checks. On va sélectionner le test de Leven pour vérifier la condition d'homocédasticité, ainsi que les tests d'hypothèse et les QQ-plots pour vérifier la condition de normalité des résidus. En ce qui concerne le test de Leven, on n'est pas amené à rejeter l'hypothèse d'homocédasticité. En effet, nous avons une p-valeur qui est supérieure au risque alpha que je vais considérer comme étant à 5% puisque je n'ai rien spécifié. En ce qui concerne la condition de normalité, le test de Shapiro-Wilk n'amène pas à rejeter l'hypothèse de normalité. Si je regarde les QQ-plots, je constate que les points sont tous relativement proches de la diagonale, bien qu'on observe des légers écarts au niveau des extrémités. Il n'y a rien qui soit vraiment choquant ici, et donc on va considérer qu'on peut réaliser l'ANOVA factorielle sans trop de soucis. Par défaut, vous aurez une sortie ANOVA Omnibus Test qui vous permettra de déterminer quels sont les effets significatifs parmi les effets principaux et l'interaction. Et puisqu'on est dans une approche post-hoc, s'il s'avère qu'un de ces effets est significatif, eh bien on fera des comparaisons 2 à 2 pour déterminer où sont les différences. Pour ce faire, on se rendra dans la zone post-hoc test. Je vais ouvrir un fichier Word pour vous noter les normes épiées.
Voilà. Pour commencer concernant l'effet principal du facteur trouble de la perception. Nous n'avons pas posé d'hypothèse formelle quant à cet effet précédemment, puisque dans l'énoncé, à aucun endroit, il n'était spécifié qu'on avait des raisons de penser que le niveau de lecture serait différent chez les enfants qui ont des troubles ou chez les autres. Ceci dit, même si on n'a pas défini d'hypothèse relativement à cet effet, rien ne nous empêche d'étudier de manière exploratoire, et c'est ce que je vais faire ici. La statistique F, qui est associée respectivement à 1 et 66 degrés de liberté, a une valeur de 22,208. Cette statistique est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0,001 et qui entraîne donc un rejet de l'hypothèse nulle. Il y a bien un effet principal du trouble de la perception. Pour détailler cet effet, je n'ai en fait pas besoin de réaliser de post-hoc dans la mesure où le facteur trouble de la perception n'est constitué que de 2 modalités et donc si différence il y a, elle ne peut se trouver qu'entre les enfants qui ont des troubles et ceux qui n'en ont pas. Par contre, un examen des moyennes marginales pourra nous aider à déterminer dans quel groupe le niveau d'attention est le plus élevé. Je me rends dans la zone Estimated Marginal Means et je coche l'option Estimated Marginal Means. Ce faisant, une zone apparaît dans l'output, se rapportant aux moyennes marginales, et si je me reporte aux moyennes marginales qui correspondent aux modalités du facteur trouble de la perception, je constate que les enfants qui n'ont pas de trouble ont un niveau de lecture en moyenne plus élevé que les enfants qui ont des troubles. J'aurais aussi pu réaliser un petit plot, je vais le faire tout de suite. Je vais placer le facteur trouble de la perception sur la zone Horizontal Axis, et de manière tout à fait cohérente avec ce que j'ai observé au niveau des moyennes, je trouve bien que la moyenne des enfants qui ont des troubles est plus faible que la moyenne des enfants qui n'en ont pas. En ce qui concerne l'effet principal du facteur méthode à présent, je trouve une statistique F associée respectivement à 2 et 66 degrés de liberté. Petit rappel théorique, j'ai 2 degrés de liberté au numérateur puisque j'ai 3 modalités au facteur méthode et j'ai 66 degrés de liberté au dénominateur, ce qui correspond à n moins nombre de groupes. J'ai 72 sujets et 6 échantillons indépendants. 72 moins 6 me donne bien 66. La valeur de la statistique est de 3,956 et cette statistique est associée à une p-valeur de 0,024, ce qui est significatif et entraîne donc un rejet de l'hypothèse nulle. Il y a bien un effet significatif de la méthode, ce qui veut dire qu'au moins une des méthodes amènera à un niveau de lecture significativement différent des autres méthodes. Dans la mesure où le facteur méthode est constitué de 3 modalités, on aura ici besoin de réaliser un post-hoc pour étudier où se trouvent les différences, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les comparaisons 2 à 2 possibles et déterminer tous les endroits possibles des différences. Pour ce faire, je clique sur la zone post-hoc test et je fais passer le facteur méthode dans la zone de droite. Vous verrez qu'il y a plusieurs post-hoc qui sont proposés. Par défaut, Jamovi choisit le Bonferroni. Je vais vous demander de décocher cette option et de choisir à la place le Tukey. C'est juste un choix méthodologique que l'on a fait pour vous. Et en fait, il faut savoir que le test de Tukey est un test qui est un petit peu plus puissant que le Bonferroni, ce dernier étant au contraire un peu plus conservateur. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça dépend un peu du contexte, mais quand on fait un choix, c'est toujours important de pouvoir l'éclairer un minimum. Je me rends dans la zone post-hoc test et vous voyez que chaque ligne consiste à comparer 2 des méthodes. À la première ligne, la méthode A est comparée à la méthode B. À la deuxième ligne, la méthode A est comparée à la méthode C. Et à la troisième ligne, c'est la méthode B qui est comparée à la méthode C. Vous avez une valeur de statistique T associée à des degrés de liberté et à une p-valeur. On peut constater que la seule différence qui s'avère significative est la différence entre la méthode B et la méthode C. Dans la mesure où la différence entre la moyenne de B et de C est positive, on en déduit que, de toute évidence, la méthode B amène un niveau de lecture plus élevé que la méthode C. On peut confirmer ceci en examinant les moyennes marginales. Voyez que la moyenne la plus élevée parmi les 3 moyennes, c'est la méthode B, effectivement. Et on peut aussi réaliser un petit plot, comme précédemment. Je vais retourner dans la zone plot. Je supprime le facteur trouble de la perception, je vais placer à la place le facteur méthode. Et on constate bien que la méthode B est celle qui semble amener au meilleur niveau de lecture. Pour terminer, on va étudier l'interaction. J'ai une statistique F qui est associée à 2 et 66 degrés de liberté. Pour rappel, le 2 ici vient de nombre de modalités du facteur méthode moins 1 multiplié par nombre de modalités du facteur trouble de la perception moins 1, à savoir 2 fois 1 égale 2. La statistique a une valeur de 5,437 et est associée à une p-valeur de 0,007, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Il y a bien un effet d'interaction significative entre le facteur méthode et le facteur trouble de la perception.
Comme vous le savez, si l'interaction est significative, on va étudier les effets simples. Et ici, les effets simples qui vont nous intéresser, c'est l'effet de la méthode, distinctement pour ceux qui ont des troubles et pour ceux qui n'en ont pas. C'est ce que je vais préciser dans la zone Simple Effects. On doit commencer par spécifier l'effet de quel facteur veut-on étudier séparément pour les modalités de l'autre facteur, et en l'occurrence, il s'agit de la méthode. Je veux étudier l'effet de la méthode séparément pour chaque modalité du facteur trouble de la perception, je place donc le facteur trouble de la perception en modérateur. Dans la zone Simple Effects, je constate que je n'ai pas pu mettre en évidence d'effets significatifs de la méthode chez les enfants qui n'ont pas de troubles. Par contre, je peux en mettre en évidence pour les enfants qui ont des troubles. Je vais renoter ceci aux normes épiées. Pour les enfants qui n'ont pas de troubles, j'ai une statistique F associée à 2 et 66 degrés de liberté qui vaut 0.066 et qui est associée à une p-valeur de 0.936, ce qui entraîne un non-rejet de l'hypothèse nulle. Pour les enfants qui ont des troubles, j'ai une statistique F associée à 2 et 66 degrés de liberté qui vaut 9.328 et qui est associée à une p-valeur inférieure à 0.001, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. Puisque j'ai visiblement un effet significatif de la méthode chez les enfants qui ont des troubles, il fait sens d'étudier les post-hoc pour ces enfants en particulier. Avant d'étudier les post-hoc, je vais réaliser un petit graphique. Vous verrez que, comme je l'avais montré dans la vidéo d'introduction des ANOVA factoriels, il faudra placer un des deux facteurs sur l'axe horizontal et un autre facteur en separate lines, de sorte à avoir une couleur distincte par modalité du facteur que j'aurai placé dans la zone separate lines. Vous pouvez placer n'importe quel facteur sur chacune des deux zones. Ceci dit, personnellement, j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus facile de s'assurer d'avoir une couleur distincte par effet simple. Comme on étudie l'effet de la méthode séparément pour les enfants qui ont des troubles et pour ceux qui n'en ont pas, à mon sens, l'idéal est de placer le facteur trouble de la perception en separate lines de sorte à avoir une couleur pour les enfants qui ont des troubles et une autre couleur pour les enfants qui n'en ont pas. Je place donc le facteur méthode en horizontal axis. Voici le graphique résultant. Et on observe que les 3 points en orange représentent les enfants qui ont des troubles, et pour ces enfants, comme on l'avait d'ailleurs déjà constaté de manière descriptive au tout début de cet exercice, il semblerait que la méthode B amène un niveau de lecture meilleur que les méthodes A et C. On va à présent réaliser le post-hoc pour s'assurer que la méthode B est bien significativement meilleure que les deux autres méthodes pour les enfants qui ont des troubles. Et pour ce faire, je vais me rendre à nouveau dans la zone post-hoc tests. Et cette fois, c'est l'interaction que je fais passer dans la zone de droite, toujours en m'assurant que ce soit le test de Tukey qui soit sélectionné. Dans cette sortie, on aura systématiquement 2 croisements de modalités qui seront comparés. Vous voyez que la première ligne, par exemple, compare la moyenne des enfants avec troubles de la perception exposés à la méthode A à la moyenne des enfants avec troubles de la perception exposés à la méthode B. On étudie ici le post-hoc qui concerne les enfants qui ont des troubles de la perception. Autrement dit, on ne regardera que les lignes qui concernent ces enfants qui correspondent à la modalité oui du facteur trouble de la perception. Je constate qu'à la première ligne, je compare les méthodes A et B pour les enfants qui ont des troubles et je détermine que cette différence s'avère significative. Dans la mesure où la différence de moyenne est négative, ça veut dire que nécessairement le deuxième croisement de modalité de la comparaison est associé à une moyenne plus élevée que le premier croisement de modalité. Autrement dit, la méthode B amène à un niveau de lecture supérieur à la méthode A. La deuxième ligne compare les méthodes A et C pour les enfants qui ont des troubles. Je constate que là, je ne mets pas en évidence de différence significative. Enfin, la ligne encadrée en mauve ici compare les méthodes B et C pour les enfants qui ont des troubles. Ici, je mets en évidence une différence significative. Et dans la mesure où la différence de moyenne est positive, ça veut nécessairement dire que c'est le premier croisement de modalité qui est associé à la moyenne la plus élevée. La méthode B amène à un niveau de lecture plus élevé que la méthode C. De tout ceci, on peut déduire que la méthode B amène à un niveau de lecture significativement supérieur aux méthodes A et C, entre lesquelles nous n'avons pas pu mettre de différence en évidence. Pour résumer, nous avons mis en évidence un effet principal du facteur trouble de la perception, de manière exploratoire, qui révélait que les enfants qui ont des troubles ont un niveau de lecture inférieur aux enfants qui n'ont pas de troubles. Nous avons également mis en évidence un effet principal de la méthode, et la seule différence qui s'avérait significative était la différence entre la méthode B, qui semblait significativement meilleure que la méthode C, en ce sens qu'elle amenait à un niveau de lecture significativement plus élevé. Enfin, nous avons mis en évidence un effet d'interaction entre les facteurs troubles et méthode, et il s'est avéré, en analysant les effets simples, que l'effet de la méthode n'était significatif que parmi les enfants qui ont des troubles.
Pour cette catégorie d'enfants, il semblerait que la méthode B amène des résultats significativement meilleurs tant que les méthodes A et C entre lesquelles nous ne sommes pas parvenus à mettre de différence en évidence. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de reproduire l'analyse en passant par le menu de la régression en vue de déterminer les équations des modèles compacts et augmentés. Dans ce que je vais faire maintenant, il n'y a rien de neuf à proprement parler. Toutes les manipulations que je vais faire, ce sont des manipulations que vous devriez normalement déjà être capable de réaliser par vous-même si vous avez bien compris tout ce qui a été montré dans les vidéos précédentes. Je vais malgré tout le refaire. Je me rends dans le menu Analysis Regression Linear Regression. Comme toujours, je commence par spécifier quelle est la variable dépendante et je place les deux facteurs dans la zone Factors. Par défaut, seuls les effets principaux sont envisagés dans l'output. Dans la zone Model Builder, spécifiez que vous voulez considérer l'interaction entre les facteurs troubles de la perception et méthode. Pour ce faire, vous sélectionnez simultanément les deux facteurs et via la flèche centrale, vous sélectionnez l'option Interaction. Voici à présent que l'interaction est prise en compte dans le modèle. Dans une régression, on ne peut avoir que deux types de prédicteurs. Des prédicteurs continus et des prédicteurs catégoriels dichotomiques. C'est pour cette raison que si vous introduisez un prédicteur catégoriel à plus de deux modalités dans le menu de la régression, il sera automatiquement recodé en M-1 prédicteur catégoriel dichotomique où M correspond au nombre de modalités de ce facteur. Le facteur trouble de la perception ne sera recodé qu'en un seul facteur, dans la mesure où le facteur trouble de la perception ne contient que deux modalités. Par contre, le facteur méthode va être recodé en deux prédicteurs catégoriels dichotomiques dans la mesure où le prédicteur méthode contient à la base trois modalités. Les prédicteurs qui se rapportent à l'interaction seront créés au départ de ceux qui se rapportent aux effets principaux. Chaque prédicteur associé à l'interaction correspondra à la multiplication entre un prédicteur associé à un facteur et un prédicteur associé à l'autre facteur. Il existe plusieurs manières de recoder des prédicteurs catégoriels à M modalités en prédicteurs catégoriels dichotomiques. Comme on l'a toujours fait jusque-là, nous allons choisir des codes centrés de sorte que l'intercept soit égal à la moyenne générale de la VD. Pour ce faire, vous cochez l'option Grand Min dans la zone Reference Levels au niveau de l'intercept. Comme vous le savez, en réalité, l'intercept ne sera égal à la moyenne générale de la VD que s'il y a exactement le même nombre de sujets dans tous les échantillons, et c'est bien le cas ici, puisque nous avons 12 sujets exactement par croisement de modalités. Du coup, j'ai aussi l'information qui me permettra de définir l'équation du modèle compact. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à repasser par le menu Exploration pour vous assurer que 14,833 correspond bien exactement à la moyenne générale de la VD. Voici in fine les équations des modèles compacts et augmentés, au-dessus en décrivant le score vrai de lecture et en dessous en décrivant l'estimation de lecture, la seule différence étant l'inclusion ou pas du terme d'erreur. Nous avons également déjà vu comment utiliser correctement ces équations en vue de prédire un score de lecture pour un sujet appartenant à un des croisements de modalités, et ça implique pour commencer d'avoir conscience du groupe qui constitue la référence pour chacun des facteurs. Pour le facteur trouble de la perception, la référence est la modalité non. Pour le facteur méthode, la référence est la modalité méthode A. Notez qu'en ce qui concerne les effets principaux, le principe pour chacun des prédicteurs sera de comparer une des modalités du facteur à la modalité de référence. Si on tente de faire une prédiction via le modèle augmenté pour un sujet qui n'appartient pas au groupe qu'on a comparé au niveau de référence, il faudra remplacer le prédicteur par le code -1 sur m dans l'équation. Si au contraire le sujet appartient à ce groupe comparé au niveau de référence, il faudra remplacer le prédicteur dans l'équation par un code qui soit tel que la somme de tous les codes possibles vaille exactement 0. Pour le facteur trouble de la perception, si le sujet appartient au groupe oui, il faudra remplacer le prédicteur par le code 1,5 dans l'équation. Si au contraire le sujet appartient à la modalité non, ce qui veut dire qu'il n'a pas de trouble de la perception, il faudra remplacer dans l'équation le prédicteur par -1,5. Pour le facteur méthode, ça dépend du prédicteur. Dans le prédicteur qui compare la modalité B à la modalité de référence, si le sujet n'appartient pas à la modalité B, je dois remplacer dans l'équation le prédicteur par le code -1/3. Si au contraire le sujet appartient à la méthode B, il faudra remplacer le prédicteur par 2/3 dans l'équation, puisque 2/3 est la valeur telle que la somme de tous les codes vaille exactement 0. Je vais raisonner exactement de la même manière pour le prédicteur qui compare la méthode C au niveau de référence. Si le sujet appartient à un groupe qui n'est pas le groupe C, il faudra remplacer le prédicteur par -1/3 dans l'équation.
Et si au contraire le sujet a été exposé à la méthode C, il faudra remplacer le prédicteur par le code 2/3 dans l'équation. En ce qui concerne l'interaction, il faudra systématiquement multiplier le code qui se rapporte à la modalité d'un des facteurs par le code qui se rapporte à la modalité de l'autre facteur. Imaginons par exemple que je souhaite faire une prédiction pour un sujet ayant des troubles et ayant été exposé à la méthode B. En ce qui concerne ce prédicteur-ci, dans la mesure où le sujet pour lequel je veux faire une prédiction appartient au groupe comparé à la référence tant au niveau du facteur méthode qu'au niveau du facteur trouble de la perception, je vais devoir remplacer ce prédicteur par un code égal à 2/3 fois 1/2 égale 1/3. En ce qui concerne ce prédicteur-ci, dans la mesure où le sujet n'appartient pas au groupe comparé à la référence pour le facteur méthode, mais qu'il appartient bien au groupe comparé à la référence pour le facteur trouble de la perception, je vais devoir remplacer ce deuxième prédicteur lié à l'interaction par un code égal à -1/3 fois 1/2 égale -1/6. Si vous avez bien compris tout ce que j'ai déjà expliqué quant au fait que l'ANOVA repose sur le principe de modélisation par la moyenne, vous ne serez pas surpris d'avoir une prédiction pour ce sujet ayant été exposé à la méthode B et ayant des troubles de la perception qui soit exactement égale à la moyenne du groupe des sujets ayant des troubles étant exposés à la méthode B. Il ne reste plus qu'à établir les équations des modèles compacts et augmentés pour les effets simples, c'est-à-dire l'équation qui va permettre de prédire un score de lecture en fonction de la méthode d'appartenance pour les sujets qui ont des troubles et la même chose pour les sujets qui n'ont pas de troubles. Pour établir l'équation pour les sujets qui ont des troubles, je dois commencer par sélectionner exclusivement ces sujets qui ont des troubles. Pour ce faire, je dois regarder quel code correspond à cette catégorie de sujets. Je vais double-cliquer sur le nom du facteur trpers. Là, le menu Data Variable apparaît et je vois que les sujets qui ont des troubles ont été codés 2 sur cette variable. Je vais donc réaliser un filtre dans lequel je vais spécifier que je ne veux sélectionner que les sujets codés 2 sur la variable trpers. Pour ce faire, j'écris le nom de la variable qui m'intéresse, double égal pour spécifier à quel code j'ai envie de m'intéresser, suivi de ce code 2. Si je valide mon filtre, il n'y a que les sujets ayant des troubles de la perception qui seront sélectionnés. Tous ceux n'ayant pas de troubles sont écartés. Je me rends à présent dans le menu de la régression. Je spécifie que le score de lecture est ma variable dépendante et cette fois, je ne mets que le facteur méthode dans la zone factors. En effet, je veux étudier l'effet de la méthode pour les sujets que j'ai sélectionnés, à savoir ceux qui ont des troubles. N'oubliez pas de spécifier vouloir des prédicteurs centrés en cochant l'option Grant Mean dans la zone Reference Levels au niveau de l'intercept et vous trouverez les valeurs de l'intercept ainsi que des coefficients de régression partielle. Notez que comme vous le savez, lorsque les prédicteurs sont centrés, à condition qu'il y ait le même nombre de sujets impliqués dans tous les groupes comparés, l'intercept sera égal à la moyenne générale de toutes les observations sélectionnées. Autrement dit, 13,583 devrait correspondre à la moyenne de tous les sujets ayant des troubles de la perception, ce qui me donne mon modèle compact. Et en rajoutant les coefficients de régression partielle, vous aurez l'équation du modèle augmenté. Ensuite, pour avoir les équations des modèles pour les sujets n'ayant pas de troubles, il suffit de modifier le filtre. Plutôt que de sélectionner les sujets codés 2 sur la variable trpers, je vais sélectionner ceux codés 1 sur cette même variable. Automatiquement, les sujets sélectionnés dans la base de données sont adaptés et ma sortie de régression va également se mettre à jour. Cette fois, l'intercept est égal à 16.083, ce qui correspond à la moyenne de tous les sujets n'ayant pas de troubles, dans la mesure où il y a exactement le même nombre de sujets dans tous les groupes que je compare et que mes prédicteurs sont bien des prédicteurs centrés. Vous avez dès lors tout ce qui vous permettra d'établir les équations des modèles compacts et augmentés pour les sujets qui ne présentent pas de troubles de la perception. Et ceci conclut enfin l'exercice. Pour plus de détails quant à la résolution de cet exercice, n'hésitez pas à lire attentivement l'introduction théorique de ce TP.